Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Philippe Fournier est avec nous ce soir, le directeur des gestions privées de BNP Paribas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Aymeric Didel de nous accompagner également. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame, et Léa Dauphas qui est avec nous également. Bonsoir et bienvenue Léa. Bonsoir. Vous êtes chef économiste de TAC Economics. Commençons avec la Fed. Évidemment, le suspense prendra fin donc demain soir à 20h et à 20h30 même avec la conférence de presse de Jérôme Powell. Réunion très attendue parce que on a tous envie de savoir quel est le niveau de tolérance de la Réserve fédérale américaine vis-à-vis de l'inflation aujourd'hui, sachant que la Fed, je le rappelle, et il faut le rappeler, depuis le mois d'août dernier, a mis en place une nouvelle stratégie issue d'une revue stratégique qui a été menée pendant un peu plus d'un an pour nous dire que l'inflation n'était plus son problème, ou en tout cas qu'elle regardait désormais l'inflation en moyenne sur un cycle et non plus de manière immédiate et instantanée, faisant donc de l'emploi sa priorité principale. L'idée qu'il faut aller faire tourner cette économie américaine au plein emploi, à plein régime, et c'est donc cette nouvelle stratégie qui est désormais en place à la Fed. Est-ce qu'on est déjà dans une forme de limite en matière de tolérance de la Fed par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie américaine, Léa ? Alors non, ça serait une erreur si la Fed agissait demain. Effectivement, je pense qu'il faut marteler ce changement de politique monétaire. Et la Fed doit faire comprendre, et jusque-là, elle l'a bien fait comprendre, parce que la hausse des anticipations de marché sur l'inflation a été plutôt régulière depuis le début, depuis la sortie de crise Covid, et ce, malgré des chiffrages d'inflation qui étaient très forts sur les derniers mois. Et le fait que les anticipations, en tout cas, soient ancrées et restent plutôt limitées compte tenu de l'ampleur de l'inflation, laisse à penser que la Fed fonctionne et que sa stratégie fonctionne. Effectivement, il faut mettre de côté le risque inflationniste, si on considère en tout cas, et c'est a priori le cas, que le risque qu'on voit aujourd'hui est un risque par nature temporaire, et se focaliser sur la question du marché de l'emploi. Et quand on regarde le marché de l'emploi au sens large, et pas seulement sur les derniers chiffrages, pas seulement sur les créations, pas seulement sur le taux de chômage, il y a des poches dans le marché de l'emploi qui restent bien au-delà des capacités, qui ont un besoin de soutien long de la part des autorités, que ce soit les autorités monétaires ou les autorités, on va dire, budgétaires, fiscales. Et donc la Fed a tout intérêt à faire surchauffer cette économie et à laisser tourner en attendant qu'on retienne un niveau de plein emploi. Traditionnellement, en tout cas avant que la Fed change sa politique monétaire, on disait la fonction de réaction de la Fed, c'est du chômage, du taux de chômage, de l'inflation, et la Fed agit. Si on prend désormais ça avec sa nouvelle fonction de réaction, et donc on prend une cible d'inflation qui n'est pas dès qu'on passe au-dessus de la cible, la Fed agit, mais plutôt on regarde dans le temps comment la Fed peut ajuster par rapport à une cible moyenne d'inflation, et on ajoute l'état du marché du travail et pas seulement le taux de chômage, on a normalement un chiffrage qui dit que la Fed doit modifier sa politique monétaire à horizon fin d'année. La Fed est très flexible, c'est-à-dire que si on a une amélioration forte du marché de l'emploi, elle agira en amont. Et ce qu'on a observé dans les cas précédents de resserrement, en tout cas quand le précédent resserrement a été bien fait, en tout cas bien accepté et de manière graduelle, il y a à peu près 6 mois de décalage entre le moment où la Fed acte réellement et annonce qu'elle va diminuer le montant de ce qu'elle rachète tous les mois et pas augmenter les taux. Il y a à peu près 6 mois de préparation, donc ça nous amène soit à la prochaine réunion, plutôt probablement au cours des réunions de l'été, où on a la réunion de Jackson Hole au mois d'août, qui est souvent un passage obligé des banquiers centraux américains pour expliquer, préparer le marché, expliquer leur stratégie. Donc demain, la Fed, normalement, devrait commencer à dire qu'elle est prête à parler de ce changement de stratégie. Il n'y a absolument pas de bascule à attendre. Et au contraire, si demain, il venait à y avoir une bascule, ça serait une erreur de stratégie, parce que jusque-là, la Fed a plutôt réussi. On est sorti d'une crise sans choc majeur, les taux remontent de manière plus ou moins graduelle, on a connu des chiffrages d'inflation qu'on n'avait pas connus depuis très longtemps, et ça n'a pas provoqué d'ajustement fort sur les marchés. Donc pour l'instant, la Fed a tout intérêt à attendre, beaucoup plus. Donc en fait, si demain c'est un non-event, c'est là où la Fed réussit. C'était Janet Yellen qui disait ça, mais bon, ça nous ramène en 2017, je crois. Alors, à l'époque, la politique monétaire était pour le coup dans une séquence de restrictions, puisque non seulement on montait les taux automatiquement tous les 2 meetings, je crois, de 25 points de base, mais en plus,
on réduisait le bilan, ce qui n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Mais à l'époque, Janet Yellen nous disait il faut que cette séquence-là de normalisation de la politique monétaire soit aussi ennuyeuse que regarder la peinture séchée sur un mur. Non mais c'est l'enjeu pour la Réserve fédérale américaine, c'est ça. L'enjeu, c'est ça. On est quand même en sortie de crise où les conditions de financement, les conditions économiques sont très accommodantes et supportent la reprise. Il ne faut absolument pas que la Fed ajoute soit de l'instabilité financière dans le contexte qu'on connaît plutôt favorable sur les marchés, soit qu'elle pénalise la reprise de l'investissement, soit qu'elle pénalise, vous parliez des ventes au détail, le rebond de la consommation. Donc il faut, pour que cet élan et cette posture, ces montants de croissance forts qu'on va attendre aux États-Unis, il faut pour ça que la Fed reste un peu, je ne vais pas dire en arrière, mais en tout cas, il ne faut absolument pas créer de vagues au cours des prochains mois. Et ça veut dire qu'elle accepte, on va dire, les conséquences collatérales de cette stratégie, de cette politique de surchauffe, des marchés monétaires qui débordent de cash, qui ne savent plus quoi en faire et qui en remettent 4, 500, 600 milliards tous les soirs à la Fed, de l'argent qui tourne à vide. Il faut qu'elle accepte des poches d'exubérance également peut-être sur certains marchés. Alors, avant même de parler des crypto-hautes, il y a la question du marché immobilier américain, par exemple. Il faut qu'elle accepte tout ça. C'est la contrepartie. Alors, c'est pas seulement la contrepartie de la crise, c'est la contrepartie des politiques passées des premiers quantitative easing et de comment on s'en sort. Je pense qu'il y a deux épisodes qu'il faut garder en tête. C'est le taper tantrum de 2013, on a eu cette forte ajustement sur les taux. Donc crise de marché, krach obligataire sur la pré-annonce à l'époque d'une Fed qui allait commencer à réduire son accommodation, ses liquidités. Donc ça, c'est l'épisode à éviter. On ne veut pas repartir sur ce krach obligataire. Et puis le deuxième, ça a été aussi celui de 2018, enfin décembre 2018 et janvier 2019, où il y avait eu une sorte de, alors pas d'erreur de politique monétaire, mais en tout cas une bascule de politique monétaire qui a tout de suite engendré un ajustement fort sur les marchés equity. Donc oui, on a des poches d'exubérance. Oui, aujourd'hui, on a une surliquidité qui affecte beaucoup de classes d'actifs. Maintenant, il va falloir... La priorité de la Fed, c'est bien la reprise du marché américain en évitant un problème de stabilité financière. Donc, elle n'a pas d'autre choix que d'accompagner ce mouvement, même si on sait bien qu'on crée aujourd'hui les conditions d'un choc futur. C'est vrai que c'est incroyable, Philippe, et puis Émeric, bien sûr, vos commentaires, mais d'un point de vue de marché... Je ne sais pas s'il faut y voir une Fed qui n'a jamais été aussi crédible, peut-être, mais quand on voit les chiffres d'inflation sortir, on voit un calme sur les marchés, mais au point que les taux ne bougent même pas, voire reculent un petit peu depuis un mois. Est-ce que c'est le signe pour vous d'une Fed qui est au summum peut-être de sa crédibilité vis-à-vis des investisseurs ? Alors, je crois que la partie n'est jamais complètement gagnée, d'avance. Donc il faut faire attention quand même, parce qu'on peut déraper. On a déjà dérapé 2013 et même avant 1994. Il y a eu d'autres mouvements où on se rappelle d'une année un peu difficile. L'histoire de politique monétaire est truffée d'erreurs politiques monétaires. Oui, parce que simplement le décryptage qu'on a à faire n'est pas simple non plus pour la Réserve fédérale. Donc il faut être clair. Mais par contre, les marchés sont des marchés d'anticipation. Donc ils ont besoin d'avoir une certaine forme de lisibilité. Et surtout, effectivement, de durabilité. C'est-à-dire comprendre ce qui va se passer, comprendre comment ça va se dérouler et comprendre à peu près sur quel délai. Après, les délais ne sont jamais si précis que ça, évidemment, dans la bouche de la Réserve fédérale. Mais c'est l'idée quand même de donner un fil conducteur assez précis. Parce que si vous illustrez et si vous balisez le chemin, évidemment, le marché se comporte à peu près à l'intérieur du chemin. Et ça évite qu'on ait des forts épisodes de volatilité, ça évite qu'on ait des mini-cracks ou des cracks plus violents. Et donc, c'est ça que le boulot de la Réserve fédérale aujourd'hui. Et donc, tout est dans le discours, mais ça, c'est pas nouveau, tout a toujours été dans le discours, dans l'accompagnement du discours. C'est-à-dire, si on va un peu trop loin et qu'on s'aperçoit que le marché ne réagit pas bien, on va corriger un peu le tir par une autre déclaration et on va en fait slalomer entre les poteaux de façon à ce qu'on reste dans la piste et qu'on ne fasse pas de ski hors piste. C'est exactement la position. Et ça, évidemment, ça rassure les marchés. Quand le discours est clair, compris, et c'est le cas aujourd'hui, la crédibilité est au maximum. Après, il va falloir tenir le discours sur la durée. Ouais. Comment elle conserve cette crédibilité là dans les prochains mois et dans la séquence qui arrive pour nous, le chemin qui a été évoqué par Léa, il est clair. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir une pré-annonce sur le fameux fermeture du robinet, 120 milliards de dollars qui sont achetés chaque mois, qui vont diminuer progressivement. C'est le premier signal envoyé au marché. Le marché attend ce signal, l'a déjà entendu. Simplement, on ne sait pas précisément la date, mais on voit effectivement vers la fin de l'année, c'est notre lecture également. Et ensuite, il va y avoir en début d'année prochaine un autre signal, c'est qu'on va continuer évidemment ce chemin-là. Et on va commencer à parler de la remontée des taux court terme. Et là, on va dire ça. Alors ça, c'est certainement l'événement qui va être le plus déstabilisant quelque part. Parce qu'il faut bien comprendre, Philippe, mais dans la séquence,
à partir du moment où la Fed envoie le signal qu'elle va réduire progressivement les montants qu'elle achète tous les mois sur le marché, les investisseurs ont automatiquement l'étape suivante en tête, qui est celle de la remontée des taux directeurs. Oui. C'est traditionnellement comme ça que ça se passe. Oui, parce que le chemin, il s'inscrit dans un contexte. Le contexte, c'est la reprise de l'activité économique. Il est normal donc que les taux se réajustent à la hausse par rapport à une croissance qui serait plus soutenue. Et c'est quand même la perspective qu'on a tous de l'économie américaine. Donc ce chemin, s'il est balisé de cette façon-là et s'il est tenu de cette façon-là, les marchés sont, on va dire, sur un boulevard. Parce qu'effectivement, ils ont compris le sens leur paraît cohérent. Et vous parliez des taux long terme, la réaction, elle est très significative. On annonce des chiffres qui sont vraiment pas bons sur l'inflation. Quand on annonce une inflation à 5%, même si on a des effets de base très négatifs, et on le sait tous, hein, c'est quand même un affichage qui fait un peu peur. Et nous pensons qu'en plus, les chiffres suivants risquent d'être assez mauvais également. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'assurer que les marchés comprennent bien et ne bronchent pas pendant cette période-là. Hein. Et donc ça, évidemment, c'est très important. Et donc pour ça, il va falloir alimenter le discours. Donc c'est pour ça que moi je pense que demain il n'y aura vraiment pas grand-chose. Je pense que Jackson Hole c'est effectivement le grand symposium des banques centrales, etc. Donc c'est un point important. Qui se tiendra en présentiel, hein, en physique. Oui, pour la première fois. C'était pas évident encore il y a quelques mois. C'est une symbolique aussi importante. Oui, c'est une symbolique importante. Et puis après, Jackson Hole c'est juste avant la rentrée. Donc du coup ça lance le débat, le repositionnement des marchés dans la lecture de la rentrée. Donc évidemment c'est très important. Et vous dites, c'est toujours l'histoire des marchés de la Fed. Tout le monde dans le marché sait que la Fed va envoyer le signal de tapering à un moment cette année, peut-être à Jackson Hole fin août. Tout le monde l'attend, tout le monde sait que ça va arriver, mais il ne faut surtout pas que ce soit dit demain. Non, pour la même raison que ce qui a été évoqué précédemment. Il y a un scénario qui est construit et il y a une histoire que la Réserve fédérale, récente, que la Réserve fédérale a construite. Ouais. Si elle veut tenir ce scénario et son histoire, évidemment, il ne faut pas qu'elle le contredise à la première occasion. Et si elle fait des déclarations un peu fracassantes demain, les marchés vont s'inquiéter. On va se dire, mais c'est bizarre parce que ce n'est plus cohérent par rapport à ce qu'on avait compris de l'histoire. Très clair. Non, mais c'est pour bien montrer quand même la question sémantique, la question de communication et pourquoi c'est un enjeu très important et pourquoi il ne faut pas que ce soit demain et plus tard. Pourquoi c'est important pour les marchés. Hein. Bon, Aymeric, sur le sujet de la Fed, est-ce que ça implique aussi pour les investisseurs? Et puis si on se projette sur l'idée du tapering à partir du moment où il sera signalé, est-ce qu'il y a toutes les raisons de penser que ce sera un moment ennuyeux, entre guillemets, sur les marchés et ce serait un succès du point de vue de la Fed? Ou est-ce que... Non, ce sont toujours des passages compliqués à franchir. C'est toujours des périodes qui peuvent être un peu des périodes de stress, parce que justement, il y a ces potentialités de problématiques dans le discours ou quoi que ce soit, mais on ne croit pas à ce sujet-là aujourd'hui, pour une raison aussi qui est très importante, c'est que les marchés ont compris, les investisseurs ont aussi beaucoup assimilé le fait que les grands argentiers, que sont les banquiers centraux, sont ceux qui dominent le monde aujourd'hui et qui guident entièrement le monde aujourd'hui. Les politiques ont perdu énormément de pouvoir au détriment de ces banquiers centraux qui non seulement sont tout puissants, parce que c'est eux qui finalement gèrent le monde de la finance, mais ont des implications telles dans la vie de tous les jours qu'ils ont pris une importance colossale. Mais tout ça pour dire que ces banquiers centraux, aujourd'hui, on leur fait confiance et surtout, ils agissent de façon concertée. Et c'est pour ça que Jackson Hole est souvent un point important parce que c'est une rencontre physique dans laquelle il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges aussi en marge des discours officiels et qui permettent aussi de se resynchroniser un petit peu de temps en temps les discours et les économies. Parce qu'aujourd'hui, on a eu quand même des cycles qui sont un tout petit peu désynchronisés entre l'Asie, les États-Unis, l'Europe. C'est clair, avec toutes les conséquences qu'on peut avoir, y compris en termes d'inflation. Ça a généré de l'inflation. C'est décalage de cycle, c'est décalage de production, de productivité dans certaines économies par rapport à d'autres. On le voit dans la création de valeur, la chaîne de production a été heurtée, a généré de l'inflation sur pas mal de secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, d'imaginer Jackson Hole cette année en présentiel, ça a beaucoup d'implications parce que ça va permettre peut-être aussi de resynchroniser un petit peu toutes ces économies. Ça a été dit au G7, hein, ça fait partie, le G7 là aussi qui a retrouvé peut-être un peu d'intérêt. Oui, bien sûr, beaucoup de sujets sur la table, mais il y a eu quelques éléments sur, et c'est le président Macron notamment qui j'ai retenu, il faut qu'il y ait une coordination des politiques monétaires. Il faut qu'on avance de manière coordonnée sur tous les fronts, y compris sur le front de la politique monétaire. C'est pas Jackson Hole, le G7, mais il y a ce petit message quand même qui est mis en avant. Du politique qui essaie de reprendre un peu le pouvoir par rapport à l'argentier.
Et aujourd'hui, les banquiers centraux ont vraiment le pouvoir. Mais encore une fois, c'est peut-être une bonne chose parce que là aussi, c'est eux qui maîtrisent presque le mieux les données macroéconomiques des pays. Donc c'est eux qui guident finalement les politiques. Donc aujourd'hui, les investisseurs semblent quand même s'orienter sur le fait de croire dans les politiques monétaires qui sont édictées depuis des décennies, et particulièrement de plus en plus même aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait confiance et on est plutôt à penser qu'il n'y aura pas de heurts et que ça va se passer plutôt de façon très concertée et très bonne pour les économies. Est-ce qu'une séquence de tapering, donc de réduction progressive des achats, je le rappelle, c'est 120 milliards par mois qui sont achetés par la Fed, l'idée, je ne sais pas ce que dira la Fed, mais on réduit de 10 milliards tous les mois, et puis comme ça, au bout d'un an, on arrive à 0 achat supplémentaire. Est-ce que ça implique une nouvelle dynamique de marché ? Est-ce que ça implique des changements importants dans la logique de marché, dans les catalyseurs, les drivers, ce qui fait monter les marchés aujourd'hui ? Alors oui, et puis ça a déjà aussi un petit peu été anticipé, le fait que ça va arriver. Donc aujourd'hui, on a vu les taux qui ont un petit peu monté, on a vu les secteurs financiers revenir sur le devant de la scène. Donc ça a eu des impacts en termes d'allocation d'actifs, en termes d'évolution de secteur d'activité. Donc oui, ça a des conséquences. Maintenant, quand ils vont annoncer qu'ils vont agir à un moment donné, parce que ça va être vraiment très étape par étape, ils vont aussi mettre tout le discours qui va avec, c'est-à-dire en fonction de la prochaine échéance, on verra, on pourra revenir en arrière, on pourra réaugmenter si nécessaire. Donc on aura toutes les filets de sécurité qui vont avec ce discours. Donc je ne suis pas du tout inquiet sur la survenance de ces événements. Léa, encore un petit mot pour comprendre peut-être comment les investisseurs appréhendent la suite du point de vue de la politique monétaire américaine dans le cadre de cette nouvelle stratégie. Moi, je comprends quand même que la Fed refuse à tout prix de revenir dans le narratif de stagnation séculaire de la précédente décennie. C'est-à-dire que c'est hors de question de retrouver une croissance médiocre, une inflation médiocre, et que, au contraire, toute la stratégie de la Fed à long terme, sur le long run, comme disent les banquiers centraux, c'est de générer le maximum de croissance, un plein emploi autour de 3%, et donc une économie américaine qui, structurellement, générera peut-être un peu plus d'inflation que le cycle précédent. Ça, c'est bien dans le marché, c'est bien l'idée que le marché a, ou est-ce que le marché est en train d'hésiter pour savoir si on ne va pas revenir justement assez vite à une forme de normalité qui serait la médiocrité, j'utilise le terme parce que c'est un terme qui est utilisé dans le monde anglo-saxon, à la médiocrité précédente. Je pense qu'il y a deux temporalités aujourd'hui à avoir en tête, et c'est les temporalités en fait du chiffrage d'inflation. On a le très court terme, on a le second semestre de cette année. Oui. Le post-Covid, en fait, les goulets d'étranglement, les économies qui réouvrent avec un besoin important de services, les ajustements sur les commodities. Donc en fait, on crée des bascules partout. Bascule entre les confinements, les reprises, le secteur manufacturier, les services, la reprise d'une économie à une autre. Donc on a tous ces drivers qui se mettent en place, et c'est un peu la question de l'inflation sur les prochains mois. On va probablement rester sur des niveaux élevés d'inflation au cours des prochains mois avant une reprise graduelle. Et la question, c'est et après. Est-ce qu'après, on a une sorte d'économie américaine qui s'en sort par le haut ? Aujourd'hui, alors avec toutes les incertitudes qu'on peut avoir compte tenu à la fois de la stratégie de la Fed, de comment elle le tient, et puis des questions de politique budgétaire et de politique fiscale, on oublie aussi, l'environnement qu'on a aujourd'hui sur le marché ne sera absolument pas celui de la fin d'année, ni celui de l'année prochaine. Si on essaie de faire un exercice de projection alors que tout se passe à peu près bien, c'est-à-dire que la Fed réussit à gérer sa transition, on sera dans un monde probablement un peu plus inflationniste, sans spirale, mais au lieu d'avoir des niveaux autour de 2, on sera plutôt sur des niveaux de 2,5-3%. On aura une activité, une reprise américaine où elle va être en expansion, normalement soutenue par à la fois les plans d'infrastructure et les plans de soutien à la classe moyenne, mais on aura aussi des économies qui vont s'ajuster. Une économie chinoise qui sera en phase d'ajustement, donc qui ne sera pas moteur. On est aujourd'hui sur des chiffrages d'inflation
autour des 8% en Chine. Ça sera beaucoup plus faible l'année prochaine. Donc toute la zone asiatique qui a permis de soutenir tout le monde émergent, ça marche bien pour cette année, ça ne sera pas la même chose l'année prochaine. On parle beaucoup de l'Europe, on a quand même des grosses échéances électorales dans les trimestres à venir en Europe. Il va y avoir la question, alors on l'oublie aujourd'hui parce qu'on est dans la phase d'accélération de la croissance en Europe, mais comment on sort de la crise en Europe ? Qu'est-ce qui se passe quand les plans de soutien et les mesures d'ajustement s'amenuisent. Donc en fait, on va dire que 2021 est plutôt une phase de rebond, de confiance, très optimiste, d'amélioration. C'est la partie facile. Oui. Donc le marché a ça en tête, ça se passe bien, mais effectivement, il y a des bascules l'année prochaine entre les resserrements fiscaux, les ajustements, des reprises qui ne seront pas coordonnées entre les autres, des chiffrages d'inflation un peu plus élevés, et puis des tensions. Alors, ce qu'on observe à la sortie des crises économiques, c'est des tensions sociales qui a déjà été massive avant la crise Covid, mais qui vont ressurgir un peu partout, que ce soit dans les économies émergentes ou les économies développées. Donc un environnement de marché aussi beaucoup plus incertain et risqué que ce qu'on peut voir sur les prochains mois. Est-ce que vous en tenez déjà compte après, notamment, la performance spectaculaire des marchés, si on en vient au marché, Philippe? Et d'ailleurs, l'Europe, les actions européennes vivent leur meilleure vie, malgré les incertitudes politiques, les questions d'endettement, enfin les questions européennes qui sont toujours là et qui ne sont pas réglées. On a une année, pour l'instant, une moitié d'année de surperformance de l'Europe face au reste du monde. C'est évidemment ce qu'on appelait de nos voeux depuis longtemps pour des clients qui sont essentiellement européens, c'est quand même pain béni. Mais effectivement, c'est ce qui va être important, c'est la suite du jeu. Et ce qui va être important, c'est comment on se positionne pour la suite du jeu à compter de maintenant. Ouais. Parce que c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. Parce que l'idée quand même du discours que l'on tient, c'est de savoir prendre des bénéfices quand on a une année qui est aussi faste. Et pas, je dirais, à y aller le pied sur la pédale au maximum. Et puis brutalement s'apercevoir qu'il y a un mur devant nous. Donc l'idée, c'est quand même de moduler un peu tout ça. Et surtout dans une période estivale. Parce qu'on sait que les périodes estivales, on a un peu d'historique dans la tête, ça peut être parfois un peu plus compliqué. Bon, même si aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est plutôt plus calme. Bon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on module. Et alors comment on module? On a d'abord travaillé évidemment sur l'exposition des portefeuilles, on a plutôt réduit un peu l'exposition des portefeuilles, mais comme on reste plutôt positif à moyen terme, on n'a pas envie de passer sous-exposé sur les portefeuilles, par exemple sur les marchés d'actions. Donc on reste plutôt exposé, ça c'est la première idée. Après, on tourne en termes de rotation sectorielle. Donc évidemment, on a quitté déjà les valeurs technologiques américaines depuis un certain temps, parce qu'on trouve que c'est cher, que ça va être régulé, que ça va être taxé, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on se débarrasse de toute la technologie, parce qu'il n'y a pas que les GAFAM dans la technologie. Donc on essaie effectivement de travailler un peu là-dessus. Et puis on introduit des secteurs plus protecteurs. On vient sur la santé, par exemple, des choses comme ça. Évidemment les banques, mais ça on en a depuis un certain temps. Mais comme on pense que les courbes des taux vont se pontifier un peu quand même, évidemment ça, plus le fait que les économies redémarrant, la distribution de crédit, donc les marges bénéficiaires des banques vont commencer à remonter également, ça milite aussi pour qu'on ait ces secteurs-là. Donc on essaie de tourner, et puis surtout on fait beaucoup plus de diversification de portefeuille, c'est-à-dire qu'on ouvre davantage sur l'immobilier, on ouvre davantage sur un peu de private equity, quand c'est possible. Du hors-côté. Voilà, on essaye alors ça dépend des types de clientèle évidemment. Pour une banque privée, c'est plus facile que pour une banque de détail, c'est sûr. Mais on essaye d'ouvrir, selon les profils des clients, à des choix qui sont un peu plus larges, et surtout dans les mandats d'assurance vie, et qui ont tendance à prendre une place sur les fonds généraux d'assurance, où les clients ont maintenant compris que ça serait vraiment pas rémunérateur, même si c'est un point d'ancrage important, puisque je rappelle que ce n'est pas valorisé, donc c'est non mark-to-market, et donc bien évidemment, même si ça chahute, les fonds généraux ne bougeront pas, sauf ils ne rapporteront rien non plus. Donc on essaie de recomposer un peu les portefeuilles dans ce sens-là, et surtout de bien raconter l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, les clients nous demandent, mais là, avec tout ça, est-ce qu'il faut que je rentre? Moi, j'ai des clients qui me demandent, est-ce qu'il faut que je rentre sur le marché? Et honnêtement, on n'a pas tellement envie que les clients rentrent massivement sur le marché à ce niveau-là. Donc c'est intéressant. 20% de performance pour le CAC 40, vous dites, essayons de voir si on ne peut pas obtenir un peu mieux comme point d'entrée. Voilà. Et puis on essaye surtout de mettre un peu de côté quelques noisettes de ce qu'on a gagné jusqu'à présent. Bon, sur le marché déjà, est-ce que vous êtes surpris, Aymeric, que l'Europe soit leader? Et parfois, quand on prend, alors il faut regarder les indices, il y a les effets de change, mais on voit quand même des indices européens qui mettent plusieurs points dans la vue aux indices américains depuis le début de l'année. J'ai regardé la dernière année complète de surperformance de l'Europe, c'était 2015.
Tout à fait. Depuis, l'Europe n'a cessé de sous-performer les marchés américains. Exactement. Donc sur le moyen terme, c'est vrai que c'est une période. Alors est-ce que c'est une petite période ou pas ? C'est toute la question. Parce que dans les indices, on a une certaine polarisation aussi des indices. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, LVMH et le secteur du luxe représentent plus de 10% du CAC. LVMH, c'est 12 ou 13% du CAC aujourd'hui. Donc c'est pareil dans l'Eurostoxx. Dans l'Eurostoxx 50, on a ASML qui doit faire 7 ou 8% de l'indice. Donc à quelques valeurs près, ces valeurs polarisent les indices et donc lui donnent une couleur très vite très forte. Mais ça a toujours été le cas dans le passé. Alors est-ce que c'est une période, une petite période de l'histoire ? Nous, on a plutôt eu tendance à rediversifier aussi les portefeuilles, mais on garde quand même un biais plus important sur le reste du monde que l'Europe. Parce que, quoi qu'on en dise, l'Europe, quand il y a des périodes de reprise, c'est rarement l'économie moteur. Donc on a souvent vu des reprises plus fortes aux États-Unis ou plus fortes en Asie. Aujourd'hui, on a une désynchronisation des économies, donc l'Asie est plus compliquée parce qu'ils sont déjà dans une phase de normalisation. Ils sont déjà en train de restreindre le crédit. La Chine, en tout cas. La Chine, notamment. Donc ils sont pas du tout dans la même typologie, mais ils sont peut-être aussi en avance sur le cycle économique. Et quand vous parlez à des chefs d'entreprise en Chine, ils vous disent on a une croissance et une activité démente qu'on n'a jamais vue, même avant crise. Donc on sent qu'il y a une activité qui est très forte, qu'on a une politique monétaire qui veut justement que ça ne surchauffe pas, mais en tout cas, il y a du potentiel sur cette zone-là. Donc c'est pour ça que nous, on reste quand même avec un biais asiatique et Chine important, qui n'a jamais presque été aussi important dans les comptes. Bien sûr. Et aux États-Unis, on reste aussi quand même sur le marché américain parce que c'est l'économie moteur. Et encore une fois, ok, les GAFA sous-performent, mais il n'y a pas que ça aux États-Unis. Puis même si le Nasdaq ne fait plus rien depuis quelques mois, maintenant, mais il a encore marqué un plus haut historique hier, je crois. Exactement, et il est aussi polarisé par quelques grandes GAFA. Donc il ne faut pas l'oublier aussi. Et il y a bien d'autres choses aux États-Unis. C'est un marché qui est très profond, qui est un vivier d'entreprises qui sont souvent largement évidemment plus grandes que nos valeurs européennes, et donc ce qui permet d'aller chercher également de la croissance sur ce marché-là. Et nous, on est plutôt quand même à rester sur cette zone-là, rester aussi investi avec des valeurs de croissance qui vont bénéficier quand même de ce surplus de croissance, mais plus diversifié qu'avant, ça c'est sûr. Je crois que la règle, c'est de ne pas faire de paris essentiellement trop marqués. Dans une phase qui est une phase de transition, qui va être une phase de transition importante, qui peut durer un certain temps, dans lequel on aura besoin quand même de trouver aussi nos repères. Effectivement, il ne faut pas tout mettre sur une zone ou sur une autre. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir plusieurs zones, après de les choisir avec évidemment un argumentaire qui soit un peu fort derrière. Par exemple, si on parle des émergents, nous, on a choisi d'être sur la Chine. Clairement, on n'est pas pour l'instant sur le Brésil, la Russie ou d'autres émergents. Peut-être que ça viendra, mais aujourd'hui, la situation sanitaire, notamment de ces pays-là, et parfois politique, nous incitait à faire autre chose. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier les risques à tout ça. Il y a les risques sanitaires, pour moi, ils existent toujours. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le variant Delta. On a quand même une résurgence de cette épidémie. Alors, elle sera endiguée, certainement. Mais on a quand même, au niveau mondial, des réservoirs de variants potentiels qui sont considérables. Quand vous regardez le taux de vaccination en Chine ou dans l'Asie, même au Japon d'ailleurs, et que vous regardez ce qui se passe en Amérique du Sud ou ce qui se passe en Afrique, on voit bien que tout le temps que ces populations ne seront pas vaccinées, c'est pas demain la veille, clairement, on va avoir quand même un risque qui va rester présent. On aura toujours le potentiel risque d'un variant qui ne soit pas bien couvert par les vaccins actuels. Donc, il y a ce risque-là. Même si on s'est adapté quand même structurellement à l'épidémie, y compris sur une pandémie qui durerait encore beaucoup plus longtemps que ce qu'on a déjà imaginé. On a appris, évidemment, la courbe d'apprentissage, elle est là. Et puis je pense qu'il ne faut pas ignorer ce dont le marché ne parle plus du tout, ce sont les risques géopolitiques. Et je pense qu'honnêtement, on n'en a jamais eu autant. Quand vous regardez les différentes tensions. Je crois que ça fait des années que le marché s'en fiche. On pouvait tirer il y a 2-3 ans, la Corée du Nord pouvait tirer des missiles. Ça n'effrayait plus personne. Moi, je pensais plutôt à des risques géopolitiques des grands blocs, puisque la Corée du Nord, c'est vrai que ça peut être dangereux, mais c'est pas le bloc économique le plus puissant de la Terre. Mais regardez ce qui se passe, bien sûr, avec la Chine, ce qui se passe avec les États-Unis et la Russie, même si on voit quelques tentatives d'approche, l'Europe et la Russie, l'Europe et la Turquie, les États-Unis et l'Iran, tout le Moyen-Orient. Il y a quand même une liste de conflits potentiels larvés
évidemment qui ne vont pas tous se déployer, j'espère pas, hein, mais je pense qu'il ne faut pas complètement non plus les sortir du panorama de l'analyse. Et vous dites quoi, ça, Philippe? Parce que c'est géopolitique, moi je veux bien qu'on en parle. Voilà, je ne sais pas d'ailleurs lesquels sont les plus importants pour vous en tant qu'investisseur, mais ça implique quoi? Que les marchés actions sont trop chers par rapport aux risques géopolitiques permanents. Le monde est instable, le monde est incertain, le monde est vulnérable, le monde volatile. est par construction instable, ouais. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire le lien direct avec la cherté relative des marchés ou de tel ou tel marché. Après, ça a évidemment des influences. On a bien vu ce qui s'est passé dans le conflit larvé entre les États-Unis et la Chine. Ça a eu des incidences mondiales. Oui. Hein. Donc, et on a bien vu aujourd'hui, on voit toujours que les États-Unis ne sont pas prêts de laisser la porte ouverte à la Chine sur quelque sujet que ce soit, qui soit militaire, qui soit technologique, qui soit de rayonnement international. Donc tout ça, ce sont des sujets évidemment qui sont très importants. Mais la série de rencontres qu'on a en ce moment là, on dirait un mot d'Airbus-Boeing, mais on a eu G7 bien sûr, sommet de l'OTAN, Union européenne, États-Unis aujourd'hui, demain Biden-Poutine à Genève. Il y a la séquence va continuer jusqu'au G20 début juillet qui se tiendra à Venise. Qu'est-ce que vous retenez de ces sommets d'une certaine manière? Que non, l'Amérique de Biden ne va pas offrir un boulevard à la Chine, que c'est pas ça qui est en train de se négocier, pas du tout. Alors je pense que ce qui se négocie, c'est d'abord effectivement que la position américaine par rapport à la Chine, elle n'a pas varié. Non. La forme a changé, mais pas le fond. Oui. Hein, parce qu'évidemment, le fond, c'est un danger que représente la Chine pour les États-Unis. Après, il faut essayer de contourner et d'encadrer le danger. Et je pense que c'est exactement la position de Biden quand il essaye de se rapprocher de Poutine, ce qui peut paraître très surprenant. Après les cyberattaques et après les ingérences dans les élections américaines, ça peut paraître très surprenant. Mais on voit que ces sommets que vous évoquez, et le G7, qui débouche quand même sur une taxation future de 15% au niveau mondial, c'est quand même incroyable. Alors, c'est pas validé pour l'instant par le G20, mais c'est quand même incroyable. Ça quand même, on est quand même dans un changement du jeu géopolitique et on voit que les acteurs se repositionnent un peu différemment. Et c'est ça qu'il faudra suivre. Bon, Léa, on ne va pas y passer. J'ai pas les compétences pour passer en revue tous les. On peut prendre un sujets. peu de hauteur. Mais voilà, l'idée, c'est Ouais. en quoi ces sujets géopolitiques là vous intéressent en tant qu'économiste dans les Alors, exercices en qu'on peut faire. fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà avant le Covid. En fait, le Covid a mis une sorte de chape, mais en fait, avant le Covid, on mettait en avant 3 sujets qui sont toujours les mêmes. La montée du populisme. Donc celle-là, elle s'est vue et puis elle va continuer. C'est pas quelque chose qui va arriver, d'autant plus avec les tensions sociales, ça devrait s'accentuer. La deuxième, c'est l'ajustement du commerce mondial. Donc là, effectivement, le Covid fait qu'on relocalise, ça va ajuster, attention, la production industrielle va revenir en France. Nous, on est plutôt dans le fait de dire, bah non, c'est pas la fin de la mondialisation, c'est différent. On va La production asiatique tourne à plein régime. Exactement. En fait, on est sur des blocs. On régionalise. C'est les théories de la gravité. C'est-à-dire que plutôt que d'arriver sur des pôles, on va avoir les régions. On va avoir la zone américaine qui va essayer de se rapprocher de l'Asie, la partie Asie du Sud-Est avec la Chine, le pôle européen. Donc ça, c'est le deuxième thème. Et puis le troisième thème, en fait, c'est la relation US-Chine. C'était quelque chose qui existait avant. C'est quelque chose qui a un peu été ajusté par le plan Trump. Biden, aujourd'hui, met en avant la défiance chinoise au cœur de ses plans. Le deuxième plan qu'il a mis en place, le plan d'infrastructure, quand on regarde la définition de ce plan, il y a écrit noir sur blanc qu'on cherche à être plus compétitif que la Chine. Donc c'est un combat de puissance. Nous, on le voit beaucoup pour nos clients. En fait, il faut le réfléchir dans une stratégie corporate, à savoir comment aujourd'hui, quand les deux grands blocs sont en train de s'opposer l'un à l'autre, vous, sociétés, ayant des activités et en Chine et ou aux États-Unis, il faut travailler la stratégie pour être capable justement de ne pas avoir à choisir son camp ou de ne pas s'opposer en termes de stratégie. Donc la stratégie optimale pour l'Europe, vous dites finalement, c'est de ne pas choisir entre les États-Unis et la Chine. Parce que c'est ce que demande Biden quand même. La stratégie pour une entreprise aujourd'hui qui doit travailler avec les États-Unis ou l'Europe, c'est peut-être de créer la Chine, pardon, c'est probablement de créer 2 entités différentes pour être capable de travailler avec ces 2 parties. La stratégie de l'Europe, elle est complexe et elle s'inscrit dans un cadre beaucoup plus lourd, mais en fait c'est au-delà de toutes les questions géopolitiques, et on pourrait en parler des heures, parce qu'il y a effectivement beaucoup de questions sur la Turquie, l'Iran et autres, mais c'est vraiment ces 3 blocs-là. C'est la stratégie et la domination US-Chine est faite pour durer, le populisme va continuer, et il n'y aura absolument pas de bascule du commerce, mais plutôt des pôles de régionalisation. C'est un peu, une fois que le choc Covid, en tout cas, sera a priori parti, et oui, effectivement, toute la question des variants est problématique sur le monde émergent, là où aujourd'hui la reprise se met en place sur le monde développé. On n'est pas du tout aujourd'hui dans cette optique-là sur le monde émergent, mais c'est ces grands thèmes-là qu'il faut avoir en tête en fait pour après.
Philippe, non, j'ai cru que vous l'avez. Aymeric, sur les sommets internationaux, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en retenez? Et puis, alors, sur le plan commercial, il y a quand même une annonce sur le conflit Airbus-Boeing qui est, alors non pas complètement résolu, mais suspendu pour au moins 5 ans. Oui, c'est un peu un symbole de guerre de blocs sur de l'industrie lourde, sur le financement de l'industrie lourde pour pouvoir prôner la supériorité entre deux géants de l'aviation qui étaient Airbus d'un côté et Boeing de l'autre, principalement parce que c'était les deux plus concernés par ce sujet-là. Un sujet de 17 ans de conflit qui aujourd'hui est tout juste mis entre parenthèses. Attention, alors il se me donne 5 ans pour dire, pour le moment, on pose les armes, on arrête le conflit, on trouve un terrain d'entente, on arrête les surtaxes dans tous les sens sur plein d'autres sujets, parce que les surtaxes qui avaient été mis entre les blocs étaient juste sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique. Des secteurs, les secteurs forts des économies. Exactement. C'est en ça que c'était quand même un symbole aujourd'hui, ce conflit-là. Donc pour le moment, on pose les armes, mais ça a toute une symbolique aussi sur l'importance de ces sommets, l'importance du discours des chefs d'État. Quand on disait tout à l'heure que les politiques avaient perdu du pouvoir, là ils en ont. Là ils permettent qu'on puisse dialoguer entre les États, trouver des terrains d'entente, et on voit aussi tout le côté Biden, ce qu'il a apporté dans le dialogue entre les États. Parce que certes, le fond, Biden restera un Américain pro-américain, ça c'est très clair. Par contre, dans la forme, il est quand même orienté sur le dialogue, sur l'échange, et il est prêt à écouter ce que dit le bloc opposé. Donc il cherchera toujours ses intérêts, parce que encore une fois, ça reste un Américain. C'est pour ça que c'est suspendu pour 5 ans. Exactement. Voilà, exactement. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. C'est pas la fin du conflit. Et qui profite alors de ce moratoire sur les tarifs douaniers? Parce que comme vous le disiez très bien, alors les secteurs aéronautiques étaient pénalisés, mais pas uniquement. Ça s'est joué sur beaucoup d'autres secteurs. Exactement. On va plus retrouver les secteurs type de tout ce qui était les produits viticoles, qui avaient été surtaxés, puisqu'on parle même de surtaxe. Il y avait une taxe, on avait rajouté des surtaxes. Oui. Alors, il faut savoir que ça avait déjà commencé il y a quelques mois. En avril, déjà, il y avait déjà eu des baisses de ces surtaxes. On était revenu. Donc, on sentait qu'il y avait déjà des volontés, en tout cas, de diminuer ces surtaxes. Mais là, par contre, pour une fois, c'est ces produits-là qui avaient été, quelque part, le bouc émissaire et qui servait un petit peu de fusible et de variable d'ajustement dans les grands conflits commerciaux entre les pays. On les supprime, c'est très bien, c'est une bonne chose, et c'est ces secteurs-là qui vont en profiter. Sur Airbus et Boeing, ce qu'on peut dire également, c'est que c'était un peu quelque part une guerre fratricide, parce que bien évidemment, ça profite aussi aux Chinois, ce type de guerre. Donc aujourd'hui, le fait de suspendre tout ça, c'est aussi une façon d'handicaper les Chinois, parce que quand on se tire dessus de chaque côté, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de ce qui se passe à la concurrence. Or, les Chinois, en termes d'aviation, sont en train de monter. Alors, ils ne sont pas au niveau ni d'Airbus ni de Boeing pour l'instant, mais chaque année, ils progressent. Et donc, ils ont leur propre constructeur. Et donc, un jour, si on laisse les choses en l'état, ils vont évidemment déborder Airbus et Boeing également. Donc, je pense que l'idée également sous-jacente, au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, qui est parfaitement exact, c'est également de faire attention à ne pas s'entretuer et à laisser un compétiteur, pour l'instant nain, grandir à côté, discrètement dans l'ombre. D'autant que le choc Covid est passé par là, qu'on a peut-être un peu d'incertitude sur le trafic aérien et le trafic mondial demain. Oui. Et que le moindre point de part de marché, il vaut beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques années encore. Les Chinois sont très forts sur les avions monocouloirs, donc des avions qu'on utilise très fréquemment en Europe et aux États-Unis pour les lignes intérieures. Pour du moyen courrier. Ça donne envie de réinvestir un peu dans l'industrie aéronautique Oui, parce qu'elle n'est pas du tout finie, cette industrie-là. Elle a un bel avenir devant elle. On a la chance d'avoir un leader, pour le coup, européen. Mais ce qui était intéressant de voir tout à l'heure, c'est que quand on a eu un peu l'annonce, c'est vraiment les autres groupes qui en ont profité. C'est pas du tout les groupes aéronautiques. Les groupes aéronautiques, ils étaient bien orientés. Airbus était déjà bien orienté ce matin. Donc on a plutôt regardé la dérivée seconde avant de regarder les premiers intéressés. Mais ça n'empêche que Airbus et tout le secteur de l'aviation a quand même encore un bel avenir devant lui, parce que justement les Chinois vont arriver très vite, mais ils ne sont pas encore là. Donc pour le moment, il y a une suprématie, et avec des entreprises en plus qui sont très bien gérées. Boeing est très bien géré aux États-Unis, a su gérer un événement quand même colossal ces dernières années. Double crise, ça c'est quand même, et ils arrivent à s'en sortir. Max, ils ont bien été en plus aidés par les Américains qui ont su apporter les contrats aussi qui allaient bien, mais tant mieux, parce que il y a rien de pire que d'avoir finalement une entreprise qui est toute seule. Donc il faut qu'il y ait de la concurrence.
concurrence, c'est ce qui fait progresser, et on le voit, c'est ce qui fait aussi beaucoup progresser Airbus ces dernières années, qui doit continuer d'innover. Là aujourd'hui, il nous annonçait sur des réservoirs à hydrogène et continuer à investir dans ces sujets-là. Donc ce sont des entreprises qui avancent, qui continuent d'avancer et qui, quelque part, vont pouvoir garder de l'avance justement par rapport aux petits concurrents chinois qui pourraient arriver. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter l'actu du jour sur les marchés. Planète Marché chaque soir avec 3 invités. Léa Dauphas était avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Philippe Forny, directeur de gestion privée de BNP Paribas. Et Aymeric Didet, le directeur de la gestion de Pergame.